et il convient désormais de définir clairement les attentes de chacun des acteurs qui feront demain que la santé mentale ne sera plus le parent pauvre de notre système de soins. Vous l'avez compris, il ne saurait y avoir de perspective réaliste sans faire appel à ceux qui seront appelés à jouer les premiers rôles. En clair, il y en a 3, les élus locaux, les soignants et bien évidemment les patients, puisque c'est pour eux que tout ça est organisé. J'ai donc le plaisir d'appeler à me rejoindre sur scène Rachel Bauchet. Rachel, vous êtes, je crois qu'on appelle PUPH, c'est comme ça qu'on dit, professeur des universités des praticiens hospitaliers. Asseyez-vous, je vous en prie. Et vous êtes présidente de l'intersyndicale nationale des praticiens hospitaliers, l'INPH. Asseyez-vous, Rachel, je vous en prie. Gilles Noël, Gilles, je vous ai vu là-bas. Vous êtes maire d'une petite commune rurale de la Nièvre et vice-président de l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France. Enfin, Pascal Guillot, je vous ai vu au loin, vous arrivez, vous êtes président d'Arcos. Alors Arcos, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une association de patients et de proches de personnes touchées par les troubles bipolaires. Bien, il nous reste à peu près 15 minutes, on va essayer de brasser large et rapidement. Et je vais commencer par vous, Rachel, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez un train, donc vous risquez de nous quitter avant la fin. Rachel, vous avez entendu beaucoup de choses depuis ce matin. Moi, la question que j'ai envie de vous poser d'emblée, c'est comment faire en sorte que la santé mentale soit prise à sa juste valeur par les élus, et en particulier par les élus locaux. Je crois qu'il faut allumer le micro, Rachel. Bien, bonjour à tous. C'est vrai qu'on a une tête qui bouillonne après tout ce qu'on a entendu. Avant d'évoquer ça, je voudrais dire 2 choses. Se poser la question de la santé mentale d'une population, c'est se poser la question de la société dans laquelle nous voulons vivre. Et donc c'est Marie-Jeanne, je crois, Richard, qui disait ce matin, c'est quoi l'intérêt pour nos patients, finalement, d'aller mieux, quel objectif on se pose, c'est la question du bonheur. Et je dirais, le bonheur, c'est l'harmonie avec son environnement. Si je dis ça, c'est pas moi, c'est Camus qui l'a dit. Bon, je me permets de redonner à César. Je pense que ça permet de tracer quelques pistes. Si on dit ça, c'est que aujourd'hui, il faut bien différencier psychiatrie et santé mentale. La psychiatrie, c'est l'ensemble des disciplines médicales, qui est, disons, c'est des pathologies mentales, c'est une discipline médicale. La santé mentale, c'est autre chose. La santé mentale, c'est le socle du bien-être et le reflet d'un bon fonctionnement collectif. Vous l'avez vu tous, au moment du Covid, ça se dérègle et on devient tous vulnérables parce que c'est la difficulté aussi à s'adapter. C'est-à-dire, les troubles psychiques arrivent quand on n'est pas apte à s'adapter au changement. Et donc, la santé mentale dépend de la personnalité, dépend du contexte familial, environnemental ou du travail, mais dépend aussi de l'environnement et non seulement de l'environnement urbain et politique. J'en viens au fait, c'est-à-dire que la première chose, c'est qu'il n'y a pas, et ça on l'a appris au moment du Covid, de santé globale sans santé mentale. On s'en est rendu compte, notamment au niveau des plus jeunes, en oubliant qu'il y avait l'importance de la santé mentale. Et donc, il ne fallait surtout pas les isoler. C'est-à-dire que pour les jeunes, on a eu, et permettez-moi de vous dire, c'est ce qu'on appelle une épidémie de solitude. Ce n'est pas l'épidémie de Covid. Cette épidémie de solitude, cet isolement, cette sédentarité a entraîné des troubles psychiques. Il n'y a pas donc, de santé globale sans santé mentale. Et pareil, il n'y a pas non plus de cité, monsieur l'édile, sans prise en compte de la santé mentale de la population, sans une inclusion voulue et recherchée de la part des édiles pour une bonne santé mentale de la population. Si je dis ça aussi, 3e élément que je voudrais vous faire passer là dans cette session conclusive, ça a été dit par certains des intervenants, c'est que la santé mentale ne doit pas être confisquée, je le dis en tant que psychiatre, par les experts médicaux et dans le champ du soin, dans les actes du soin. Certains, je crois que c'est Franck Mouton qui l'évoquait, les déterminants de santé sont pour 80% socio-économiques, environnementaux, biologiques, et on sait que tout compte pour un bon état de santé mentale où tout peut le perturber. C'est-à-dire quoi ? Eh bien, l'environnement, c'est l'habitat, c'est les espaces verts, c'est le lien social avec la culture, le sport, le social, bien sûr, l'éducation, les transports, le social. Donc, tout compte. Donc, ce qui est important aussi, c'est de fédérer tous les acteurs pour
vous avez dit, votre table ronde, c'était coopérer pour innover. Moi, je dirais, c'est coopérer pour faire santé. Et donc, à partir du moment où tout compte, il faut fédérer les professionnels de l'éducation, de l'urbanisme, des espaces verts, de la culture, du sport. Et en fédérant, on créera des conditions aussi nécessaires pour une bonne état de santé mentale. Je voudrais continuer juste sur 2 ou 3 mots en disant... Rapprochez bien le micro. Rapprochez le micro. Ah oui, plus vrai le micro. Nous sommes tous, on l'a vu, des éponges à émotions. Et le vrai problème, c'est que les émotions, même si elles sont très négatives, les verbaliser, on gagne en humanité, en efficacité. Et donc ça, il faut apprendre. Il faut apprendre, et aux plus jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, parce que c'est pareil pour les personnes âgées, on a la même chose, à verbaliser, car on gagne en efficacité et ça nous permet aussi de demander de l'aide suffisamment tôt pour aussi bénéficier d'une bonne alliance thérapeutique et d'un traitement. Je ne parle pas des innovations qu'on a eues, qui ont été nombreuses, qui restent des atouts de la discipline psychiatrie. Deuxièmement, alors en même temps, comme j'essaye de penser vite, il y a des phrases qui me passent à toute vitesse. La deuxième chose, c'est que les villes, justement, monsieur le maire, les villes, c'est l'épicentre des peurs et des désirs des habitants. C'est aussi au centre des réalisations concrètes. Et je pense que profondément, les villes peuvent aussi, au-delà des réactions émotionnelles qu'on a eues ou des grands discours concernant la santé mentale, qui on voit que jusqu'à présent n'ont pas porté des fruits, les réalisations concrètes au plus près du terrain, c'est au niveau des villes que les choses peuvent se produire. Et on a créé justement depuis 3-4 ans, sous l'impulsion du maire de Nantes, Johanna Roland, des éditions Ville et Santé Mentale pour dire que c'était une alliance de haute sécurité, cette alliance entre les élus et, disons, les professionnels, et pas que les professionnels de la santé, mais de l'urbanisme, des espaces verts, du transport et tout, pour mettre en avant des conditions nécessaires pour, on va dire, prioriser le bien-être dans l'humanité. Et je me permettrai de dire, il y a 6 axes. 6 axes qui traduisent bien l'importance de mettre l'humain dans tout projet urbain et de faire ruisseler, je dirais, la santé mentale dans toutes les politiques publiques. 6 axes. Le premier, c'est, on l'a entendu, c'est des éléments que vous avez entendus toute la journée, donc ça vous fait comme ça un petit résumé. 1, c'est changement de représentation. Oui, la stigmatisation reste très prégnante, reste très importante. Et il faut mobiliser, faire des campagnes d'information, de mobilisation encore plus importantes qu'on a eues. Cette stigmatisation entraîne un retard d'accès aux soins parce que les patients, et surtout les plus jeunes, ont honte, se sentent en culpabilité, ont l'impression d'être extrêmement... Il y a une dévalorisation de soi. Deuxièmement, c'est d'aller justement pour réduire les inégalités de santé, on en a parlé, travailler sur l'habitat, travailler sur les espaces verts, travailler sur la culture et le sport. Et ça, c'est bien aux mains des collectivités. Et donc, travailler sur justement ces coopérations pour faire santé. Troisièmement, c'est travailler sur les droits des patients, les droits des personnes les plus vulnérables. Il faut continuer à aller dans cet axe-là. 4, il faut, comme je le disais, remettre de l'humain dans l'urbain, et c'est-à-dire que la ville de demain, ça doit être la ville des liens. La ville, la ville du futur, la ville du bonheur, ça sera la ville qui tisse des liens, non seulement entre les individus, mais aussi entre les individus et les espaces de la ville. Je pense notamment aux espaces verts qui sont bien, je dirais non seulement d'un point de vue écologique, mais également parce qu'elles rompt la monotonie du quotidien, et puis elle permet des rencontres, elle permet des distractions. On peut faire différents éléments ludiques là. 5e, permettre aussi qu'il y ait le consensus de Copenhague, vous le connaissez sans doute, c'est prioriser le bien-être pour tous et pour tous dans l'humanité. En clair, ce que je veux dire, c'est on avait ces éditions qu'on poursuit, qu'on avait fait à Nantes, à Lausanne, à Paris et qu'on compte faire, disons, à Nice l'année prochaine. L'intérêt, c'est de mettre en avant 4 axes. 1, déstigmatiser. La stigmatisation est claire, c'est l'obstacle majeur. 2, c'est décloisonner. Arrêter de fonctionner en silo. Alors, c'est vrai que vous avez évoqué les médecins libéraux, mais entre les libéraux et les hospitaliers, entre la ville et l'hôpital, entre les espaces verts, la culture, le sport, on doit dire il faut fédérer. Transversabilité. Il faut fédérer.
il faut fédérer. Troisièmement, avoir des actions concrètes. Et je pense qu'au niveau des politiques publiques, notamment au niveau des villes, les actions concrètes au plus près du terrain sont faisables. Et puis, la 4, interpeller, c'est ce qu'on fait dans ce type de colloque. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que quand j'entends tout ce que j'ai entendu depuis ce matin, je me dis que même si la psychiatrie traverse une crise grave et durable, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis convaincue que, compte tenu des atouts qu'elle possède et des atouts dont on a entendu certains, on peut assister à non seulement à une mutation, à une transformation, à une renaissance. C'est Pascal Mariotti qui le disait en évoquant la crise systémique. Oui, je crois profondément qu'on peut faire aujourd'hui une psychiatrie de demain en s'aidant de ces évolutions aussi et politiques. Et je sais que tout à l'heure, disons, le ministre annonce à 17h quelques annonces, on verra, mais je crois qu'il faut aussi dire, disons, la psychiatrie ne peut pas rester, comme vous l'avez évoqué, le parent pauvre. Vous avez fait le parallèle avec le cancer. La différence, c'est que nous n'en avons pas ni d'institut cancer, ni de politique pluriannuelle, ni de gouvernance globale. Et je pense qu'on aura besoin, pour la psychiatrie et la santé mentale, si on veut continuer au niveau de l'avenir, au niveau local, les villes, on vous interpelle, au niveau national, faisons clairement un institut de la santé mentale et de la psychiatrie, des politiques pluriannuelles avec une durabilité qui permet de mettre en avant des évolutions de l'offre de soins, l'attractivité au niveau des différents métiers de la santé, une gouvernance aussi attractive qui permette d'interpeller les différents professionnels, et puis disons, alors, comme ça, je pense que ça rendra possible pas mal, déjà, ce qui est nécessaire. Justement, puisque votre voisin Gilles représente les maires ruraux de France, Gilles, vous avez été interpellé à plusieurs reprises, donc moi je veux savoir comment vous pourriez concilier amélioration de la santé mentale et désertification médicale à l'heure où le vieillissement de la population s'accélère en plus. Écoutez, moi je ne me sens pas interpellé, moi je ne représente pas les villes, madame. Vous me parlez de déconstruction, vous me parlez de politique d'urbanisme et vous me parlez d'espace vert, mais venez dans les villages. Venez vivre à la campagne. Venez vivre à la campagne, et d'ailleurs on a des foyers, on a des espaces qui permettent d'eux, et vous avez raison, dès que vous levez le nez, vous voyez les buttes, vous voyez la polyculture, vous voyez les étangs, vous voyez les rivières, vous voyez les espaces. Et c'est ça, nous, notre point fort, ce sont les espaces. Deuxième point fort, c'est nos bénévoles, la proximité. Effectivement, chez nous, on se connaît, on cause. Par contre, on a quelques peurs, notamment quand on a des personnes qui, nous on dit, qui pètent les plombs. Quand dans un village, vous avez quelqu'un qui hurle sur la place du marché, c'est compliqué. Alors, c'est le maire qu'on appelle. Il n'y a pas photo là-dessus. C'est le maire qu'on appelle. Comme pour tout un tas de choses, hein, les chiens, les poubelles et je ne sais quoi. Donc, nous, on se retrouve dans une situation compliquée par rapport à ça. Je ne dis pas que c'est le bien-être, le bonheur, les petits oiseaux et autres. Enfin, si, les petits oiseaux aussi. Mais on a ces soucis de citoyenneté, ces soucis de bien vivre, et ces soucis de, pas forcément compatir, mais d'essayer de se mettre un peu à la place de l'autre. Et chez nous, on le règle comment? Oui, c'est la solidarité de voisinage qui règle les affaires. Sauf qu'il y a certaines fois... C'est pour ça que je parle de vieillissement de la population, parce que le voisinage aujourd'hui, il vieillit aussi. Sauf qu'il y a certaines fois, la solidarité du voisinage, elle ne fonctionne plus, parce qu'il y a des niveaux, et là les professionnels de santé sont bien mieux placés que moi pour le dire. Sauf que nous, on se retrouve dans des situations compliquées par rapport à ça. L'éloignement du service, des services, le simple fait de connaître qui appelait quand, ou le fait de se retrouver avec quelqu'un qui revient d'une situation, d'une hospitalisation ou autre, sans être prévenu. Dans une maison qui est restée vide pendant 3 mois, 3 semaines et autres. Et c'est la panique, entre guillemets, c'est-à-dire que les voisins disent « il est là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour l'aider ?» Vous voyez, il y a ce sens. Mais le cœur, il ne suffit pas dans ces questions. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Et nous, les maires, on n'est ni soignants, sauf à poser des bancs, comme vous dites, ou à organiser des espaces. On n'est ni là pour remplacer la famille, parce que je vois la présidente de l'UNAFAM ici, ou remplacer qui que ce soit. Nous, on est des facilitateurs. Donc on essaie de trouver ces espèces de quadratures de cercle qui vont faire que la situation ne va pas dégénérer. Parce que derrière...
le logement, l'un à côté de l'autre, le bruit, on comprend pas ce qui se passe, le bordel qu'il peut y avoir à l'intérieur ou à l'extérieur, les dangers qui peuvent aussi se produire. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous? Justement, Gilles, je l'ai dit tout à l'heure, régionalement, l'interlocuteur, ça devrait être l'ARS. Mais vous me l'avez dit en préparant cette table ronde, vous, les élus locaux, les élus d'un petit village, vous habitez dans un petit village, j'en habite un également, ils ne sont pas, ou que trop peu souvent, en contact avec l'ARS. Alors, quelle solution vous pouvez mettre en place alors que vous n'avez pas d'interlocuteur? Non, l'agence régionale de santé, elle est au chef-lieu de préfecture pour la direction départementale et à Lyon pour la région ou autre, quoi. Donc c'est pas des gens qu'on connaît, hein. Ça c'est clair, c'est pas des gens... quand on a besoin de rien, on peut peut-être essayer de les appeler, mais ça se limite à ça, quoi. Laurent, si vous êtes encore là, c'est pour vous, je crois. Hein. Non, mais c'est pas pour jeter l'anathème, mais c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on s'en sort. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver la solution. Donc je vous ai dit les voisins et autres, essayer de calmer les affaires, ou au contraire essayer de comprendre. Puis après c'est le médecin, quand il y a un médecin. Mais c'est souvent l'infirmier ou l'infirmière, puisqu'eux ils sont là, vous savez, chez nous c'est les Boy Scouts 365 jours par an, c'est les infirmiers, les infirmières qui sont un peu les vigies de tout ça. Mais avec quelquefois des situations où c'est pareil. Et Gilles, comment on fait là? C'est plus possible. Cette maison-là, moi, je ne vais plus y aller. Les aides-soignantes n'y vont plus. Je ne vois pas pourquoi ceci. Voilà. Donc, faut trouver la solution. Donc, la solution, c'est ce côté transversal. Vous en avez parlé un petit peu. Essayer de choper quelqu'un, le gendarme, le procureur, l'assistante sociale, le voisin. Enfin, on essaie de trouver et on tire par tous les bouts. Parce qu'il y a quelquefois des situations qui sont largement compliquées. Et nous, on utilise, alors je le dis à la personne de l'ARS, nous, on utilise l'article 40. C'est pas le 51 chez nous. Qu'on utilise, qui est une motion d'alerte auprès du procureur, qu'on ne connaît pas plus d'ailleurs, hein, le procureur. Mais c'est une motion d'alerte, parce qu'on a une responsabilité juridique par rapport à tout ça, pour essayer de faire bouger les choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Jour 1, l'alerte est donnée ou la situation est mise en avant. Jour 2, jour 3, samedi, dimanche, lundi, mardi. Voilà, le temps tourne. Parce qu'ils ne sont pas sur place, les gens. Les professionnels, hein, je parle. Justement, Gilles, au-delà de l'article 40 du nouveau Code de procédure pénale, il y a également une problématique qui est celle de la prévention. On l'a souligné toute la matinée aujourd'hui. Comment vous pouvez être efficace en matière de prévention, vous, élus locaux, sans moyens, parce qu'en plus, les subsides vous sont coupés? Nous, en matière de prévention, on domine les écoles. C'est les gamins jusqu'à 11 ans. Donc, on a du personnel qui travaille à côté de l'institut, des professeurs d'école avant, entre midi et 2 et le soir. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de former ce personnel à repérer un certain nombre de choses qui vont, alors ça n'a rien à voir avec la psychiatrie, qui vont de ne pas causer un gamin qui est dos à vous et de lui hurler après parce que finalement, il n'entend pas. Donc voilà, des gestes, c'est des choses comme ça que l'on essaye de faire. Et puis de ne pas condamner non plus a priori, quand le gamin, quand il sort de l'école à 4h30, il vire toutes les tables et que c'est la femme de ménage derrière qui va assurer le truc et qu'on a marre par rapport à ça. Donc l'alerte, elle fait aussi pendant l'école. Donc on essaie de gérer ces affaires-là. Mais c'est parce qu'on en discute. Et puis on domine. Alors c'est peut-être pas le terme, j'ai peut-être un peu exagéré dans ça. Nous, on finance des associations locales. On finance le centre de loisirs, on finance des structures sportives et autres. Et on essaye aussi de... je ne vais pas dire qu'on ne fait pas des symposiums, hein. Tout ça, ça ne se fait pas comme ça. Mais on discute de choses et d'autres. Et puis on a les professionnels de santé ou autres qui vont aussi dans les familles, il y a aussi des relations qui se font. Donc on essaie de croiser ça. Donc nous, on est plutôt à l'interface de tout ça. Et quand on peut, on est capable de donner des sous pour une action X ou Y qui va permettre de lever tel et tel doute. Y compris sur les problématiques de drogue. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes en ruralité que vous n'avez pas les problématiques de drogue. Hein. Ça, c'est fini, ces temps-là. Alors, on n'est pas non plus sur des trucs exceptionnels, mais ça dépasse quelquefois aussi le chichon. Hein. Donc, on agit un peu tout ça. Mais on agit comme une pièce, quelquefois rapportée. Moi, je vois bien. Aujourd'hui, j'ai entendu un gros mot. Donc, j'ai entendu ce matin avant midi, maire. Cet après-midi, j'ai entendu collectivité locale. C'était sympa pour nous. Ça progresse. Voilà. Et puis, j'avais entendu aussi
contrats locaux de santé mentale. Parce que nous, on a besoin d'être formés aussi. Alors, pas pour des gestes médicaux, mais on a aussi besoin d'être formés, sensibilisés. Parce que souvent, c'est bon, l'autre il est cinglé, c'est bon, laisse tomber, on arrête. Ou vous savez, dans une fête de village, ça se termine un peu mal, ça bastonne ou au contraire, ça s'invective et autres. Et donc, la situation, elle est, lui, c'est pas la peine, ça sert à rien. Donc, on a, et moi j'appelle un peu des vœux, de mes vœux, qu'on puisse être sensibilisé. Alors je ne sais pas si c'est formé. La personne de la CPTS. Gilles, justement, je vous interromps, pardonnez-moi. Parce que vous avez un voisin qui lui représente les patients, et on est quand même tous d'accord ici pour dire que le dernier mot doit appartenir aux patients. Dominique, je vous ai présenté tout à l'heure, je ne reviens pas sur ce qu'est l'ARCOS. Ouais. Alors, vous avez entendu l'interpellation de votre voisin. Je sais pas s'il faut... Comment faire en sorte que les patients, mais également les aidants, puisque vous les représentez, soient davantage reconnus et surtout impliqués aujourd'hui en santé mentale, et j'ai même envie de dire un peu plus précisément dans les programmes de recherche. Ça dépasse un peu le cadre de ce que disait Gilles, mais également les programmes de recherche. Comment faire ? Alors, effectivement, déjà, l'idée générale, je pense que c'est valable pour toutes les personnes qui ont un trouble psychique et leurs proches. Parce que, comme l'a dit ce matin Marie-Jeanne, si je me souviens bien, il y a eu une époque pas si lointaine, voire même peut-être que ça existe encore à certains endroits où les proches ne sont pas pris en compte. Moi, je suis un proche depuis 36 ans, donc j'ai une certaine expérience. Ce matin, on a parlé de savoir expérientiel, et en fait, nous, ce qu'on demande, Argos 2001, mais je pense que c'est valable pour tous aussi, c'est qu'on prenne vraiment en compte la parole des patients et des proches, qu'on soit des véritables partenaires dans tous ces types de transformations dont on a parlé toute la journée. Et il se trouve que ce matin, il y a eu un exemple, je vais y revenir 2 minutes, c'est sur le projet Léopa, puisqu'en fait, nous, on participe, on a été saisis l'année dernière à l'été dernier par Mohan de Bouzidi. Et il se trouve qu'on a 2 bénévoles, l'une est médecin, l'autre est docteur en neurochimie, l'une est proche, l'autre est patiente. Elles ont intégré ce conseil scientifique. Je peux vous dire que ça m'étonnerait qu'on passe à côté de la raquette. Pour quelle raison également ? C'est que cet outil dans lequel on croit énormément est également testé par de nombreux bénévoles de notre association. Et donc là, pour le coup, je veux dire, ce n'est pas un outil qui va sortir ex nihilo de nulle part. Et très intéressant pour les finances de la sécurité sociale. On espère bien effectivement que ça va aussi entraîner, au-delà d'un outil qui va aider beaucoup le patient et indirectement ses proches, mais ça va aussi entraîner des réductions de dépenses pour la sécurité sociale. Et là, je passe dans mon deuxième sujet, c'est que notre association voudrait un peu copier le modèle de l'UNAFAM, dans le sens où on souhaiterait être présent dans tous les départements, ce qui n'est pas encore le cas. Mais là, justement, j'allais y venir, je vous interromps 2 secondes, parce qu'il y a un point important, un outil que vous avez souligné en préparant, c'est les groupes de parole. Justement, c'est de ça dont je voulais parler, c'est qu'on va être accompagné, là j'ai eu un coup de téléphone tout à l'heure, pendant la petite pause, là, par une association qui s'appelle Passerelle des compétences, qui fait du mécénat de compétences, qui va nous mettre quelqu'un à disposition pour nous aider à grandir ce dont on a besoin. Et effectivement, l'ADN de notre association, ce sont les groupes de parole. Moi, je viens de la campagne, je suis comme Gilles. Ça fait, en revanche, 40 ans que je suis en ville. J'entends aussi ce que dit Rachel. Mais quelque chose qui était naturel, il y a pas encore si longtemps, enfin on ne va pas remonter à plusieurs siècles en arrière, où les gens effectivement se parlaient, et ben, c'est quelque chose qu'on a perdu, et en particulier les personnes qui ont un trouble psychique, parce qu'elles se retrouvent isolées. Et moi je vous assure que les groupes de parole, pour avoir co-animé des groupes de parole pendant près de 8 ans, on n'a pas la preuve scientifique, mais en tout cas on subodore que ces groupes de parole ont un effet thérapeutique, parce qu'ils permettent notamment de sortir de l'isolement.
Et du coup, on cherche à les développer sur le territoire. Justement, c'est ma question. Aujourd'hui, voilà. ces groupes de parole sont principalement en Île-de-France et vous souhaiteriez les développer dans tous les départements de France et de Navarre. Voilà, c'est ça. On en a dans d'autres départements, mais le nerf de la guerre, c'est toujours la même chose, c'est de trouver l'argent. Donc on est aidé par... En Île-de-France, vous avez 80 000 € de subventions. On a eu l'année dernière, effectivement, je remercie l'ARS Île-de-France qui n'est pas présente aujourd'hui, mais on a un représentant de l'ARS Rhône-Alpes-Auvergne. Eh ben, c'est pareil, je veux dire que les autres ARS copient l'ARS Île-de-France pour nous aider. Donc Laurent, en fait, si vous avez un peu de sous à l'ARS pour les groupes de parole de Dominique, c'est le moment. N'hésitez pas. Voilà, parce que c'est, comment dirais-je, en tout cas, c'est... Moi, je connais les bienfaits de ces groupes de parole. Et alors, Gilles a parlé également des conseils locaux de santé mentale. Il se trouve avec Gilles, on se retrouve dans une structure qui s'appelle le comité d'orientation stratégique des conseils locaux de santé mentale. Et moi-même, j'y participe depuis l'année dernière, celui de Créteil. Et effectivement, c'est très intéressant parce que la présidente de Facette en a parlé ce matin. Moi aussi, j'assiste à des réunions mensuelles de cas complexes. Et alors, l'intérêt, c'est quoi? C'est de mettre autour d'une table différents acteurs. Ça va être le médical, ça va être le médico-social, ça va être le social. Et on voit en fait qu'on arrive à résoudre des situations, j'en ai vu, qui sont quand même assez incroyables. Sauf que ces conseils locaux de santé mentale, aujourd'hui, ils sont loin de couvrir tout le territoire. Il y en a 250 en France? Il y en a un peu plus, mais qui fonctionnent réellement, il y en a 250. Mais il y a aussi d'autres structures, et il y a un mot qui a été utilisé, moi qui suis un ex-fonctionnaire de la fonction publique d'État, c'est la notion de silo. Moi, ça fait plus de 20 ans, j'ai quitté l'année dernière, qu'on me parle de transversalité. Et ben, c'est pareil, parce que je veux dire, ce qu'il faudrait, c'est que pour un patient, je prends l'échelle du département, je pense que c'est la bonne échelle, il faudrait qu'il ait un point d'entrée, un guichet unique, sur lequel il puisse savoir en fait quelles sont toutes les ressources qui sont à disposition. Parce que entre les CMP, qui est la structure médicale, mais vous avez les conseils locaux de santé mentale qui peuvent aussi apporter de l'aide. Vous avez des SAMSA, vous avez des SAVS, vous avez des groupes d'entraide mutuelle. Il y a plein de choses, mais sauf que les gens n'en ont pas conscience. Et alors, ce qui est le paradoxe, c'est qu'on vit une époque qui est extrêmement riche en termes d'informations, mais il y a tellement d'informations que les gens ils sont noyés, et quand ils recherchent une information précise, ils ne la trouvent pas. Alors, ce que vous nous dites, Dominique, ce sera mon mot de conclusion et je vous laisserai conclure juste après, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a des tas de choses qui existent. Il y a corrélativement la santé mentale qui est élevée au rang de plan national. D'ailleurs, on va avoir le ministre qui va conclure cette journée juste après. Donc, ce que vous demandez, c'est des moyens, vous les patients, vous les élus locaux et les praticiens, parce que même si Rachel est parti, vous demandez des moyens pour que la santé mentale, au-delà du plan national, devienne une réelle cause nationale. C'est ça que vous nous dites? Ben, tout à fait, oui. Je pense que... Je résumerai par on veut des sous, mais pas que ça, quoi. Mais je crois que Rachel Baucher, la docteure Rachel Baucher, a dit des choses extrêmement importantes. Et l'idée, effectivement, c'est que comme il y a eu un plan cancer, enfin, il y en a eu plusieurs par le passé, mais il faudrait un plan pour la psychiatrie et la santé mentale qui pourrait s'inscrire dans une loi de programmation pluriannuelle. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Gilles, vous voulez rajouter un mot? Non, juste pour dire, vous êtes un monde fermé quand même, la psychiatrie. C'est compliqué, nous, de vous entendre et nous de vous causer. Je donne juste un exemple. Dans mon village, il y a un pôle de santé, il y a médecin, machin, et il y a une antenne du CMP. Devinez lesquels je ne connais pas. Je les ai jamais vus, jamais entendus. Les seuls qui n'ont pas mon 06. Vous savez, nous les maires, c'est les infirmières du CMP. Et ça, c'est difficile pour nous. Alors, ça nous fait peur. Vous avez peut-être peur. Enfin, les professionnels ont peut-être peur de causer à des gens qui ceci, qui cela. J'en sais rien. Mais honnêtement, nous, on vous attend les bras ouverts parce qu'on a besoin de vous. Je voudrais dire une dernière chose, si vous permettez. Oui, vous pouvez déjà, quand même. Non. Ah. Et Dominique, ce sera le mot de la fin. Non, je voudrais dire une dernière chose. Le 16 mai dernier, donc... j'ai invité le professeur Franck Bellivier, qui est, comme vous le savez, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Et je lui ai dit, monsieur le professeur, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que, peut-être que dans les faits, c'est ce que vous faites déjà, mais c'est que vous deveniez un délégué interministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, parce que j'ai fait le compte tout à l'heure, je crois qu'il y a 14 ministères qui sont concernés et ça ne touche pas, ce n'est pas qu'une problématique de santé, Rachel Baucher l'a bien dit, Gilles l'a dit également, je veux dire, la santé mentale s'inscrit en fait dans un contexte général. Donc,
il y a des questions de logement, il y a des questions d'emploi, il y a des questions parfois, pour l'avoir connu avec mes proches, de police, de justice. Et voilà, bon, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais ça pourrait être aussi un thème pour une prochaine fois. Merci Dominique, merci Gilles. Je pense que vous pouvez les applaudir. Vous aurez bien compris que le plan santé mentale est à son balbutiement et que le combat ne fait que commencer. Donc on pourra se retrouver l'année prochaine. Je vous invite juste à vérifier quand même que tout ce qu'on a pu se dire se retrouve dans les propos du ministre. Et Serge Magnéto pour l'allocution du ministre qui sera en vidéo. Merci à tous. Monsieur le Président de l'Association des établissements du service public de santé mentale et directeur du centre hospitalier du Vinatier, cher Pascal Mariotti, Monsieur le Président de l'URPS pharmacien Auvergne-Rhône-Alpes, cher Olivier Rosaire, je salue également les représentants de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont présents, sans oublier le collectif Grenelle de la santé, les différents professionnels, les patients et représentants de patients qui participent à ces assises. Enfin, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir vous adresser ce message, même si je regrette de ne pas pouvoir être physiquement présent parmi vous à l'hôtel de région à Lyon. C'est toutefois pour une bonne raison que je suis resté aujourd'hui au ministère, puisque je réunirai en ce moment le comité stratégique santé mentale et psychiatrie pour décliner plus précisément mon plan d'action en la matière. Vous êtes donc réunis dans cet hôtel de région que je connais bien. J'y ai passé de nombreuses années comme conseiller régional et comme vice-président de région, en charge notamment des questions relatives au numérique, à l'innovation, à la santé, mais également à l'Europe et à l'enseignement supérieur. Je remercie d'ailleurs la région d'accueillir ces assises de l'innovation en santé mentale et de les co-porter avec l'association des établissements du service public de santé mentale. Je salue également le soutien actif de l'URPS pharmacien régional et de son président, mon ami Olivier Rosaire, qui est toujours aussi actif. En tant que ministre de la Santé, je souscris pleinement à la démarche de ces assises. Premièrement, parce que votre approche collaborative, rassemblant tous les acteurs et plaçant le patient au cœur de la démarche, correspond tout à fait à ce que je porte et à ce que je promeux. La santé mentale, c'est notre grande cause nationale. Mais nous devons surtout en faire une cause collective et en faire une cause durable, car c'est une cause qui nous concerne tous. Selon le Haut Conseil de la santé publique, une personne sur 3 souffrira un jour d'une maladie psychique. La santé mentale est en ce sens un réel enjeu de santé publique et un enjeu prioritaire pour l'avenir, avec une jeunesse qui est particulièrement touchée. C'est aussi un enjeu de soutenabilité, puisque ces pathologies représentent un poste majeur des dépenses de santé dans le budget de notre sécurité sociale. Ensuite, mesdames et messieurs, je suis très heureux que ces assises vous permettent d'affirmer que le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie est un terrain privilégié d'innovation, mais aussi un terrain privilégié d'expérimentation. Je dirais même plus, il est urgent d'encourager l'innovation, de favoriser les initiatives citoyennes et de soutenir les projets qui émergent sur le terrain. Je l'ai toujours dit, je suis un ministre qui croit profondément dans le fait que les réponses les plus pertinentes et les plus ingénieuses viennent nécessairement de ceux qui en sont au plus proche des réalités et des besoins. Je parle bien sûr en premier lieu des patients, des associations de patients et de leurs proches qui sont très impliqués dans le développement d'approches thérapeutiques plus holistiques et participatives, comme la paire aidance notamment. Je pense ensuite aux professionnels de santé et aux établissements qui s'engagent dans des démarches novatrices. Je sais d'ailleurs combien le Vinatier est moteur sur ces sujets. Et naturellement, je voudrais finir en insistant sur le rôle des élus. L'engagement de la région Auvergne-Rhône-Alpes est une belle illustration. Je souligne d'ailleurs combien le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes est dynamique et fertile en matière d'innovation en santé. Mais je rappelle que la santé et la santé mentale, cela concerne tous les élus et toutes les collectivités qui ont toutes leur rôle à jouer et la possibilité de s'engager. Cela, vous l'avez compris parfaitement,
En témoigne notamment votre choix d'avoir proposé à M. Gilles Noël, vice-président de l'Association des maires ruraux de France, d'intervenir en clôture des assises. La mobilisation collective et la promotion de l'innovation locale seront d'ailleurs des axes forts du plan que je présente aujourd'hui. Je pense aussi au grand défi dispositifs médicaux numériques en santé mentale dans le cadre du plan dispositifs médicaux innovants France 2030 qui vise à faire émerger des technologies de santé numérique en santé mentale et en psychiatrie. Un grand défi dont on connaîtra bientôt les premiers lauréats d'ici cet été. Mesdames et messieurs, je ne serai donc pas plus long afin de laisser place à vos travaux. Je compte sur vous pour me faire parvenir une synthèse de vos échanges, car je me nourris au quotidien des idées et des propositions issues du terrain, comme celles portées par vos assises. La santé mentale, c'est un sujet qui se vit, qui se construit tous ensemble et dans tous les territoires. Je suis à votre écoute et la porte du ministère vous est naturellement grande ouverte. Je vous remercie et je vous souhaite de très bonnes assises de l'innovation en santé mentale.